Bonsoir. Donc Gunther, le berger allemand, Riner, le caniche, Grumpy Cat, Tommaso ou Blacky le chat, Gigou la poule, Chaudemoude le singe, et bien sûr Choupette. Choupette, la star des chats sacrés de Birmanie. Autant de noms qui font rêver lorsque l'on songe aux millions d'euros affectés à leur entretien après la mort de leur maître bien-aimé. Alors bien sûr, les 13 millions de dollars qui seraient, dit-on, revenus au moins indirectement à Choupette font pâle figure au regard des 73 millions de dollars dont bénéficierait le mythique, car il n'existe pas, paraît-il, serait oublié pour Choupette. Non, ça marche. Quoi qu'il en soit, cette valse de millions qui passe parfois de génération en génération ne doit pas masquer la réalité. La réalité, c'est celle de toutes les personnes qui, riches ou pauvres, s'inquiètent du sort de l'animal qui fut leur compagnon pendant les années de leur vie. Alors, comment s'assurer que l'animal de compagnie sera pris en charge, soigné et peut-être aimé, fût-ce pour son argent, après le décès de son maître? Comment transmettre avec un peu de cette affection qui fut si importante pour le maître de son vivant. Au-delà de l'aspect anecdotique et parfois people que la question peut revêtir, cette question de l'animal héritier, pour prendre le titre un peu provocateur de cette conférence, est une question qui, humainement et socialement, est une question très sensible. Alors qu'en France, comme dans bien d'autres pays, la population est de plus en plus âgée et qu'un nombre de plus en plus important de personnes vivent et vieillissent dans la solitude. Il y aurait en France 79 millions d'animaux de compagnie, soit 2 fois plus qu'il y a 50 ans. 69% des Français auraient un animal de compagnie. Et le problème n'est pas seulement une question de personnes âgées, puisque les dernières enquêtes montrent que ce sont les jeunes qui, en pourcentage, auraient le plus d'animaux de compagnie. Donc sensible sur le plan humain, sur le plan social, la question l'est aussi sur le plan juridique, car elle conduit à s'interroger sur la condition juridique de l'animal. L'animal, cet être vivant doué de sensibilité, pour reprendre la définition de l'article 515-4 du Code civil. Or, chacun sent bien qu'à travers cette question de la condition juridique de l'animal, question éternelle, question débattue à l'infini depuis Aristote jusqu'à Descartes, en passant et ensuite à Malebranche, question qui illustrèrent jadis la truie de Falaise et les charançons de Saint-Julien en Genevois. Donc, à travers cette question, c'est en fait la condition de l'homme, la notion même de personne, qui entre dans le débat. Alors, il n'est pas question d'entrer ici dans une telle discussion, mais il faut, je pense, les avoir à l'esprit pour comprendre la complexité, qui n'est pas seulement une complexité d'ordre juridique, mais aussi une complexité d'ordre philosophique et anthropologique, complexité donc de la question de l'animal héritier. Et les interrogations qui entourent cette question générale de la condition juridique de l'animal, expliquent d'ailleurs peut-être en partie la pauvreté des instruments dont dispose le droit français pour traiter la question qui nous intéresse. Mais n'anticipons pas. Cette conférence est la première conférence d'un cycle de conférences que l'université Jean-Moulin Lyon 3, à travers son centre de droit de la famille, organise sur la question de l'animal et sa famille. Il y aura 3 conférences organisées avec le soutien de la Société de législation comparée, une conférence donc aujourd'hui sur l'animal héritier, une deuxième conférence sur le thème de l'animal dans la séparation familiale et une troisième conférence sur l'animal et les personnes vulnérables. Alors je tiens à remercier la Chambre des notaires de Paris pour son accueil et pour son soutien, remercier tous ceux qui sont aujourd'hui dans cette salle et ceux qui sont aujourd'hui aussi à distance pour nous écouter. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à nos intervenants, en commençant par Pierre Daupetin, notaire et essayiste. Pierre, à toi. Merci beaucoup. Micro est... Alors, avec ce micro, ça sera mieux. Dans l'imaginaire collectif, le métier de notaire renvoie bien souvent au règlement des successions.
C'est là le résultat d'une longue tradition littéraire, Balzac, Maupassant ou cinématographique. Les Tontons Flingueurs et Maître Wolfeny, les Trois Frères et le fameux jus de fruits. Des successions supposées par nature conflictuelles, car si elles étaient apaisées, elles manqueraient d'intérêt. La période qui suit le décès d'une personnalité du show business vient souvent conforter l'idée reçue selon laquelle il est inévitable que les héritiers se déchirent. Elle donne alors l'occasion d'interventions de notaires dans les médias et indirectement d'une campagne de communication à frais nuls pour la profession. Mais il est somme toute assez rare que le sort de l'animal de compagnie de la star défunte soit évoqué. Nana, la bulle terrier de Serge Gainsbourg, n'était pas au cœur de sa succession puisqu'elle est morte avant lui, ainsi qu'il le confia lui-même dans une chanson. « Pauvre toutou, c'est moi qui bois, c'est lui qui est mort d'une cirrhose. Peut-être était-ce par osmose tellement il buvait mes paroles. » Si l'on savait Johnny Hallyday et Jean-Paul Belmondo amoureux des chiens, ceux-ci ne sont pas au cœur des querelles de leurs héritiers. Était-ce pour éviter toute dispute que Alain Delon avait émis le souhait que son chien Loubo soit euthanasié après sa mort? On apprit avec soulagement que la famille s'était entendue au moins sur un point, ne pas suivre une telle instruction pour le moins radicale. Georges Brassens, à l'inverse, prit des dispositions testamentaires pour protéger ses chats, du moins dans sa chanson très notariale intitulée « Le Testament ». Il y déclare au sujet de l'époux que sa veuve prendra en seconde noces qu'il boive mon vin, qu'il aime ma femme, qu'il fume ma pipe et mon tabac, mais que jamais mort de mon âme, jamais il ne fouette mes chats. Quoique je n'ai pas un atome, une ombre, une once de méchanceté, s'il fouette mes chats, il y a un fantôme qui viendra le persécuter. C'est donc incontestablement la succession de Karl Lagerfeld qui fit sensation, non pas parce qu'elle était houleuse, mais pour avoir un volet animal surprenant. Chacun put lire dans la presse qu'elle comptait parmi les héritiers une chatte répondant au nom de Choupette, devenue soudain la légataire la plus célèbre de France. À cette annonce, beaucoup des enfants qui sommeillent en chacun de nous se sont mis à fredonner « Tout le monde veut devenir un cat », la chanson du film de Walt Disney « Les Aristochats ». Quant aux amateurs de Lucky Luke, ils retrouvèrent avec délice dans leur bibliothèque l'album intitulé « L'héritage de Rantanplan » qui commence par la lecture du testament du joueur professionnel Augie Svensson par l'avocat J.S. Chester au directeur du pénitencier où séjournent les Dalton. Moi, Augie Svensson, saint d'esprit sinon de corps, laisse toute ma fortune gagnée au jeu au seul être désintéressé que j'ai connu, le chien Rantanplan. Un testament en faveur d'un chien, est-ce légal? Lui demande le directeur du pénitencier. Parfaitement légal. Il y a des précédents. Une grenouille, un canari, un coyote, un troupeau de moutons. La nouvelle des dernières volontés félines du couturier intrigua donc et quelques-uns des clients des notaires voulurent avoir la confirmation qu'elle constituait bien un raccourci journalistique. Maître, on est bien d'accord, on ne peut pas faire un legs à son chat. Cette impossibilité, qui s'explique par le fait que les animaux n'ont pas la personnalité juridique, même si la loi leur reconnaît la qualité d'être vivant doué de sensibilité, est bien connue. Tout comme est répandue l'idée selon laquelle, chez les anglo-saxons, il serait possible de déshériter ses enfants au profit de son animal de compagnie. Est-ce pour cela que, quand il s'agit de consulter son notaire pour préparer sa succession, le sort de son animal est en définitive assez rarement abordé? Une telle rareté peut surprendre au regard de deux critères. Tout d'abord, le nombre considérable de Français à posséder un animal de compagnie. Moi, j'ai simplement plus de la moitié des Français qui auraient un animal de compagnie. Et en second lieu, le degré d'attachement qui lie ces Français à leur animal, car dans un sondage donc Ipsos, qui évoque plus d'un Français sur deux à avoir un animal de compagnie, dans ce sondage, 68% d'entre eux déclarent qu'ils le considèrent comme un membre à part entière de leur famille. Une telle déclaration peut faire sourire, voire peut choquer ceux qui n'ont ni chien ni chat. Elle n'étonnera pas ceux qui vivent avec un animal.
La philosophe Sophie Galabru, dans son livre « Faire famille », ose ainsi consacrer quelques pages à la famille hétérospéciste et affirmer « Dans cette quête de la famille, en tant qu'objet de choix et exercice de composition, je rejoins d'autres philosophes comme Donna Haraway qui ont étendu le lien parental et l'affiliation aux autres espèces vivantes. Pour, quelques lignes plus tard, évoquer la jalousie qui était la sienne, enfant, envers la relation qu'avait un caniche avec son célèbre grand-père, confiant « Un lien exceptionnel les unissait et Cookie faisait partie intégrante de la famille ». Dans beaucoup de foyers, la photo de famille ne se conçoit pas sans la présence en bonne place du chien ou du chat qui en partagent la vie, et on ne compte plus les grands-parents qui avouent un peu honteux qu'ils ont un fond d'écran sur leur ordinateur ou leur téléphone, une représentation de leur compagnon à quatre pattes plutôt que de leurs petits-enfants. Autre preuve de la place toujours plus importante que prennent les animaux de compagnie dans la vie d'une famille, j'observe que leur maître évoque depuis peu leur disparition, non plus en parlant de leur mort, comme cela aurait été le cas il y a encore quelques années, mais de leur décès. Au prisme de ces deux critères, le nombre d'animaux domestiques et leur place à part entière au sein de la famille, on se dit que les dispositions testamentaires organisant la garde de l'animal après le décès de son maître devraient être aussi fréquentes, et j'espère qu'on me pardonnera le parallèle, que celles organisant la tutelle des enfants mineurs dans l'hypothèse du double décès de leurs parents. La crainte que l'animal finisse à la SPA devrait être aussi forte que celle d'imaginer son enfant finir à l'assistance, comme on disait autrefois. Certes, la personne vivant seule, sans enfant et sans famille proche et possédant un animal de compagnie sera, c'est compréhensible, plus souvent que celle bien entourée, susceptible de songer à protéger son compagnon. Il s'agira alors pour elle, à l'image de ce qu'on en apprend sur Internet qu'a pu faire Karl Lagerfeld, de désigner une personne de confiance légataire, à charge pour elle de prendre soin de cet animal. Mais pour les autres, la question de la garde de l'animal ne semble pas être une préoccupation, sans doute parce que peu de familles se disputent à ce sujet. Une approche plus pessimiste consisterait à imaginer qu'il n'y a pas de dispute parce que les héritiers s'accordent pour confier l'animal du défunt à un refuge. Beaucoup des animaux accueillis dans ces structures viennent en effet de perdre leur maître. On peut trouver une autre explication à la rareté des successions pour lesquelles la question du sort de l'animal de compagnie est posée. Si la moitié des Français en possèdent un, ce pourcentage doit, par la force des choses, diminuer avec l'âge. Pas facile de promener son chien plusieurs fois par jour quand on a du mal à se déplacer soi-même. Et si la fin de vie nécessite de nombreux séjours à l'hôpital, voire une entrée en maison de retraite, il est fréquent que l'animal ait du vivant de la personne âgée déjà été confié à un proche. Cependant, même sans chat ou sans chien pour partager les dernières années de sa vie, l'attachement qui lui a été porté demeure. Les personnes isolées peuvent alors prendre rendez-vous chez leur notaire en évoquant leur désillusion sur la nature humaine, qu'ils mettent en parallèle avec la loyauté et la fidélité des bêtes. Rappelons-nous, Rantanplan, le seul être désintéressé que Keith Svenson ait connu. Et leur amour déçu pour les humains se traduit alors par un legs en faveur d'une association de protection des animaux. On observera cependant que ces associations ne figurent pas dans le top 10 de celles les plus dotées en dons et en legs, qui regroupent essentiellement des œuvres axées sur la solidarité ou la recherche médicale. La Société protectrice des animaux occupe la 15e place du classement. Pour autant, même à ce rang, la somme des dons et legs perçus par la SPA en une année est impressionnante. Elle s'est élevée à 45,1 millions d'euros en 2024. Ceci étant posé, amusons-nous à relever le défi. Et si demain, le législateur venait à conférer à l'animal de compagnie une personnalité juridique, de quelles dispositions testamentaires pourrait-il profiter ? Comme pour tout legs, si le testateur a des héritiers réservataires, des descendants ou un conjoint, les dispositions prises en faveur de l'animal devront entrer dans le cadre de la quotité disponible, la part de patrimoine dont on a le droit de disposer. En l'absence d'héritiers réservataires, aucune limite d'assiette du legs ne sera imposée. Un legs
universelle en pleine propriété pourrait alors être envisagée, mais sans que les biens légués puissent revenir aux héritiers de l'animal quand il mourra. On voit mal en effet les généalogistes se voir confier l'établissement d'un arbre généalogique animalier. Le testateur ayant choisi ce type de disposition, parce que déçu par les humains, aura alors conscience qu'à la mort de son favori, son patrimoine reviendra à l'État. Aussi, plus probablement, le testateur, sur les conseils de son notaire, se tournera vers un legs successif ou vers un legs en usufruit, qui, tous deux, nécessitent la désignation d'un légataire en second. Telle est la solution retenue par la cantatrice Adélaïde Bonnefamille dans les Aristochats, qui, dans son testament, stipule qu'à la mort de ses 4 chats légataires, sa fortune reviendra à Edgar, son majordome. C'est le même schéma qu'adopte le joueur de poker Oggy Svensson, qui conclut son testament en ces termes : « Si Rantanplan meurt d'une façon ou d'une autre, toute ma fortune ira à cette franche canaille de Joe Dalton. » Le légataire en second devra ainsi attendre patiemment le décès de l'animal pour recevoir son legs. Il va de soi qu'il trouvera la libéralité dont il bénéficie plus attractive si le legs en premier profite à un hamster, plutôt que s'il profite à un perroquet dont l'espérance de vie en cage se situe entre 40 et 50 ans. Il existe 2 sortes de legs successifs, le legs résiduel ou le legs graduel, qui chacun mettent en scène un légataire en premier et un légataire en second. Si le legs est résiduel, le légataire en second recevra ce qui restera de ce que l'animal, légataire en premier, aura reçu du testateur. Si le legs est graduel, l'animal ne pourra pas dépenser ce qu'il aura reçu puisqu'il devra le laisser à disposition du second légataire. Le legs graduel, celui qui oblige l'animal à laisser le patrimoine successoral au second légataire, nécessite ainsi que ce capital soit important, afin que les revenus qu'il produit soient suffisants pour couvrir les besoins du légataire. Hébergement, croquettes, frais de vétérinaire, de toilettage, d'ostéopathe, de thalassothérapie, etc. Le legs résiduel, qui fera que le second légataire recevra ce qui restera, sera donc mieux adapté au patrimoine plus modeste. Comme le legs graduel, le legs en usufruit, avec désignation d'un nu propriétaire qui prendra possession des biens à l'extinction de l'usufruit, ne pourra s'envisager qu'en présence d'un capital produisant des revenus suffisants pour le quotidien de l'animal. En outre, avec un animal, les liquidités qui dépendront de la succession ne pourront pas faire l'objet d'un quasi-usufruit. Un quasi-usufruit permet en effet à l'usufruitier de dépenser l'argent, mais à charge d'en restituer le montant à son décès. Or, si à un instant de raison, on retient que l'animal peut avoir une personnalité juridique lui permettant d'hériter, il ne sera pas possible, on l'a vu, d'aller jusqu'à considérer qu'il laisse une succession et des héritiers pour rembourser le nu propriétaire. Si l'animal, dans l'hypothèse que l'on imagine ici, peut hériter, il sera nécessaire qu'il soit représenté dans les actes du règlement de la succession par un tiers de confiance, différent du légataire en second, et lui aussi désigné dans le testament. Ce tiers de confiance aura ainsi une triple responsabilité. Celle d'un administrateur, gérer le patrimoine de l'animal, celle d'un exécuteur testamentaire, veiller à ce que l'animal jouisse bien de tous les avantages que le testateur avait imaginés pour lui, et celle d'un garde du corps. Il faudra en effet veiller à ce que le légataire en second, à l'image du méchant majordome Edgar des Aristochats ou du maléfique Joe Dalton, à qui Rantanplan, le chien le plus bête du Far West, voue pourtant beaucoup d'amour, ne cherche pas à abréger l'existence de l'animal. Le testateur pourra consentir un legs rémunératoire, communément appelé diamant, à cet administrateur pour le remercier de ses bons soins. Si l'on continue notre exercice de droit-fiction, il est nécessaire de réfléchir à présent sous un angle fiscal. Qui dit succession dit fiscalité successorale. Et l'on ne voit pas sous quels critères l'animal de compagnie pourrait profiter d'une exonération. Se poserait donc une double question, celle de l'abattement, le montant que l'on peut recevoir gratuitement,
et celle du tarif applicable au-delà de cet abattement. Si l'on en juge par la relation que beaucoup de maîtres entretiennent avec leur compagnon animal, on serait tenté d'envisager l'application des règles les moins lourdes, celles applicables entre parents et enfants. Qu'on en juge par les paroles de la chanson Ching Kong de Ray Ventura et son orchestre, évoquant le discours attendri d'une femme adressée à son Pékinois. « Mon petit Ching Kong, tout petit chien-chien, fit fils à sa mère, Ching Kong, dis-moi que tu m'aimes bien. » Il est clair que l'application des conditions entre non-parents, un abattement de 1 594 € et des droits à 60%, serait en totale contradiction avec tout ce qui a été observé sur la place centrale de l'animal dans la famille. En cas de legs graduel ou résiduel, le fait que le premier gratifié ait été un animal ne changera rien au mécanisme de taxation existant aujourd'hui. À sa mort, le second gratifié sera imposé sur la valeur que le patrimoine aura alors, selon le tarif applicable en fonction de son lien de parenté avec le testateur, en pouvant déduire de ce qu'il doit les droits qui auront déjà été payés par l'animal. La situation sera plus compliquée à gérer en cas de legs démembré, l'animal ayant reçu l'usufruit et le second gratifié la nue propriété. La question consistera à savoir comment évaluer la valeur de l'usufruit. Il existe un barème, à l'article 669 du Code général des impôts, qui fixe de façon logique la valeur de l'usufruit selon l'âge de l'usufruitier, en considérant que plus l'usufruitier a d'espérance de vie, plus son usufruit vaut cher. L'application de ce barème permet ainsi de calculer l'assiette des droits dus par l'usufruitier comme celle des droits dus par le nu propriétaire. Mais ce barème, basé sur des tables de mortalité relatives aux humains, n'est pas transposable aux animaux de compagnie. Qui plus est, il faudrait alors imaginer autant de barèmes que d'espèces animales. On en revient à la différence entre le hamster et le perroquet. Un vrai casse-tête qui pourrait conduire le législateur fiscal à guider le législateur civil pour interdire les legs d'usufruit au profit d'un animal domestique en ne retenant que la possibilité de legs successifs. On le voit, reconnaître à l'animal une personnalité juridique qui lui offrirait la possibilité de pouvoir recevoir un legs pose non seulement une question philosophique, mais conduit également à une série de questionnements touchant à la pure technique juridique, civile et fiscale, que l'auteur d'une telle réforme se donnera certainement un mal de chien à résoudre. Permettez-moi encore un mot. Je n'ai pas pour habitude de dédier mes interventions dans une conférence ou un colloque à une personne en particulier, mais je ne peux résister aujourd'hui à adresser toutes mes pensées à celui qui a guidé ma réflexion, Buddy, mon chien fidèle, toujours prêt pour me rendre service, à me rapporter les balles qui, tout à fait malencontreusement, s'échappent de ma main. Bien, merci infiniment. Alors, il ne reste plus qu'à faire un projet de loi, enfin une proposition de loi, je pense, plutôt le véhicule qui conviendra, et puis à préparer bien sûr les textes fiscaux pour que l'animal puisse se promener dans le maquis du Code général des impôts à son aise. C'est très bien. Alors, encore faut-il que l'animal ait une condition juridique qui lui permette éventuellement d'accéder à ce statut. Et pour cela, je passe la parole à Fabien Marchadier, professeur au lycée de Poitiers. Donc, c'est vrai que la condition juridique de l'animal, c'est vrai que c'est une question qui suscite encore, peut-être un peu moins, mais qui suscite encore une certaine désinvolture dans la façon de prendre le problème. J'ai relevé dans la doctrine quelques propos qui sont un peu anciens, mais on parle du leg animal comme une aimable plaisanterie, ou alors une réaction un peu plus vive, un auteur québécois s'interrogeant une personne qui veut léguer des biens à un animal, est-ce que ça ne doit pas susciter l'indignation la plus vive? Et il pose la question, comment réagir face au testateur qui entend léguer ses biens à son chien alors que des millions d'enfants à travers le monde souffrent
malnutrition. Bon, je ne savais pas qu'il y avait un fonds spécial de toutes les donations et testaments pour alimenter l'aide alimentaire mondiale. Mais bon, voilà. Alors, aimable plaisanterie, indignation. Il faut changer. C'est celui-là qui fonctionne. Voilà, très bien. Alors pourtant, ce n'est pas un sujet très moderne, parce que cette question de la libéralité consentie à l'animal était l'objet d'une thèse qui a été soutenue en 1934 par Marc-Jean Garneau, donc les animaux bénéficiaires de libéralité, contribution à l'étude de la conciliation de la situation civile et de la protection de l'animal, actuel et futur, avec les droits et les privilèges de l'homme. Bon. Alors son point de départ, finalement, il est pas si, il est assez moderne parce qu'il oppose la théorie classique qui fait de l'animal un objet de droit, une chose insusceptible d'être titulaire de droits subjectifs, et ce qu'il appelle dans sa thèse des tendances nouvelles. Et ces tendances nouvelles, elles considèrent l'animal différemment au point de lui reconnaître une personnalité juridique. Bon. Alors à l'époque où Garneau écrit dans les années 30, on est encore sur un système civil qui considère l'animal comme un bien. Alors ça, il n'y a aucune contestation possible. L'article 528 ancien en fait le prototype du bien meuble corporel, et l'article 524 en fait un immeuble par destination. Toujours du point de vue civil, il peut être l'objet de contrats, des contrats les plus divers, objet d'un droit de propriété, être cédé, être grevé de sûreté, et peut être source de responsabilité pour son propriétaire ou plus généralement son gardien. Et puis d'un point de vue pénal, on a une protection de l'animal, donc contre les mauvais traitements, qui date de 1850, mais une protection de l'animal qui a souvent été perçue comme non pas protégeant l'animal dans son intérêt propre, mais plutôt protéger la moralité humaine. Bon. Alors pourquoi ? Parce que la répression des mauvais traitements, à l'époque, et jusqu'en 1959, ces mauvais traitements n'étaient réprimés que s'ils étaient commis publiquement. Voilà. Donc s'il n'y avait pas cette condition de publicité, si les mauvais traitements avaient lieu en privé, finalement il n'y avait aucune répression possible, d'où cette idée qu'il ne s'agissait pas vraiment de protéger l'animal, mais plutôt d'éviter aux êtres humains d'assister au spectacle de la violence et de banaliser cette violence à l'égard d'un être vivant. Bon, donc de ce point de vue-là, si on en reste à la thèse classique, la conclusion de Garneau rejoint un peu la conclusion qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est-à-dire que l'animal peut être objet d'une libéralité, peut faire partie d'une succession, mais en aucun cas l'animal peut être le bénéficiaire direct d'une libéralité. Et la conclusion à laquelle arrive Garneau par rapport à cette théorie classique, c'est que si l'on peut gratifier l'animal, c'est uniquement par voie de libéralité, mais une libéralité avec charge. On investit une personne légataire universelle à charge d'entretenir et de prendre soin de l'animal. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a peut-être peu de contentieux, parce que par exemple sur les donations aux fondations, c'est quasiment un contrat tacite. Pour une fondation protectrice de l'animal ou une association protectrice de l'animal, il y a évidemment la prise en charge de l'animal du légataire. Alors, cette technique de la libéralité avec charge, c'est celle qui pose finalement le moins de difficultés théoriques et a été pleinement validée, alors notamment par un arrêt qu'on cite beaucoup quand on travaille sur le droit animalier, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 20 octobre 1958 rendu dans l'affaire du chien Costaud. Alors, il portait bien son nom, le chien Costaud, parce qu'il s'était jeté sur la route pour pousser une fillette et la sauver d'un accident de la circulation imminent, mais c'est lui qui a été renversé. Et la SPA locale a ouvert une souscription publique pour financer les soins vétérinaires très onéreux et que le propriétaire du chien Costaud ne pouvait pas assumer, donc pour payer les frais vétérinaires. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu un contentieux ? Il y a eu un contentieux parce que la souscription publique a été un tel succès qu'elle a largement dépassé le coût des frais vétérinaires. Et la question s'est posée de quoi faire de l'excédent. Et le propriétaire du chien Costaud, lui réclamait l'excédent pour lui. Et la société protectrice des animaux voulait garder l'excédent pour elle. Et finalement, le juge a estimé que la souscription ayant atteint son but, tout l'excédent était frappé de caducité, enfin la donation de l'excédent était frappée de caducité et devait être restituée aux différents souscripteurs. Bon, ça c'est l'approche classique. C'est l'approche classique, mais telle qu'elle était en 1934, au moment où Garneau soutient sa thèse.
Et Garneau anticipe un peu autre chose, une autre voie. Et c'est une voie qui s'inscrit directement dans la pensée utilitariste de Bentham et Singer pour les philosophes, et qui rejoint la pensée juridique de Mogg, qui prend racine vraiment dans cet article publié au début du XXe siècle à la revue trimestrielle de droit civil, intitulé la notion de sujet de droit. Et l'idée, pour faire simple, c'est que tous les trois insistent beaucoup sur la sensibilité et sur l'aptitude à la souffrance. Et alors, de mémoire, de Mogg a cette phrase où il dit que le droit est une chose infiniment belle parce que c'est un immense syndicat de lutte contre les souffrances entre les êtres les plus pitoyables parce qu'il peut leur être fait du mal, beaucoup de mal. Et comme avant lui Bentham ou Singer, Singer c'est après, mais comme avant lui Bentham, il y a cette idée que la protection, la défense ou la dignité ne prend pas racine dans la volonté, ne prend pas racine dans la raison, mais bien dans la capacité à souffrir, et peu importe la nature humaine ou animale de l'être vivant qui est susceptible de souffrir. Et si le droit a une raison d'être, et si la personnalité juridique, et si la notion de sujet de droit a une utilité, c'est précisément pour protéger ces êtres vivants de la souffrance. Alors pour autant, il ne s'agit pas de plaquer la personnalité juridique des êtres humains sur l'animal, ce qui n'aurait absolument aucun sens. Donc, il y a vraiment un refus chez Garneau de tout anthropomorphisme et cette idée qu'il faudrait une personnalité juridique, mais une personnalité juridique restreinte qui soit parfaitement adaptée à son objet, c'est-à-dire la protection de l'être animal. Et de ce point de vue-là, il y a deux éléments qui sont importants dans la thèse de Garneau. C'est que, cette personnalité, c'est une personnalité de jouissance, pas une personnalité d'exercice. Donc il faudrait forcément un représentant, mais comme il faut un représentant à tous les êtres humains insusceptibles d'exprimer une volonté. Et puis d'autre part, alors il y a cette idée de proportionnalité, c'est que la libéralité devait être limitée au strict nécessaire, aux besoins de l'animal. Alors, cette idée de proportionnalité a été reprise par le même Québécois que j'évoquais tout à l'heure, comment ne peut-on pas être indigné face à une libéralité faite à l'animal. Et il reprend cette idée de proportionnalité en disant, mais oui, effectivement, cette idée, elle est excellente parce que c'est le bon sens. Bon, déjà, ça part bien, c'est le bon sens. Et il dit, il ne serait pas tolérable de garantir à l'animal un confort auquel la très grande majorité des êtres humains ne pourra jamais prétendre. Donc il ne faut pas donner trop à l'animal, parce que finalement, des êtres humains pourraient en être également privés. Bon, mais ça ouvre quand même toute une réflexion sur le champ de l'institution même de l'héritage. Mais enfin bon, c'était pas le propos, lui, il ne visait que la libéralité faite à l'animal. Et donc il donne des exemples de directives abusives, d'excès dans la libéralité. Alors, par exemple, je crois qu'il puise des exemples américains, donc vus dans des testaments ou dans des usages d'exécuteurs testamentaires qui sont chargés de prendre soin de l'animal, comme l'acquisition d'une lessiveuse pour laver le pyjama de l'animal, un château pour l'abriter, ou une voiture pour le promener à la campagne. Bon, et donc là, il dit que face à cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est la nullité, ou la nullité comme étant condition impossible, techniquement, ou alors comme étant contraire à l'ordre public. Bon, ça c'est la thèse de Garneau. Vous voyez, d'un côté, l'animal objet, ce serait le droit positif, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer autre chose, l'animal ayant cette personnalité juridique restreinte ? Alors ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le droit positif a évolué. L'animal n'est plus directement un bien. C'est l'article 515-14 du Code civil qui précise que l'animal est un être vivant, doué de sensibilité. Et sous réserve des lois qu'il protège, eh bien, l'animal est soumis au régime des biens. Alors, est-ce que ce texte a rompu avec la tradition? Est-ce qu'il a totalement extrait l'animal de la catégorie des choses? Alors, d'un côté, on pourrait tenter de dire que oui. Au moins, pour deux raisons dans l'architecture du texte, puisque si on regarde le livre 2 du Code civil et l'article 516, il est précisé que tout bien est meuble ou immeuble. Et alors, vous pouvez examiner tout le livre 2 du Code civil, il n'y a plus un seul texte qui précise que l'animal est un meuble ou un immeuble par destination. Alors, s'il n'y a de biens que des meubles ou des immeubles, et si l'animal n'est ni un meuble ni un immeuble, il n'est plus un bien.
Ça devrait être la conclusion logique. Et puis, c'est l'alinéa 2 de l'article 515-14 aussi qui va dans ce sens. Sous réserve des lois qu'il protège, l'animal est soumis au régime des biens. Si c'était un bien, ce ne serait pas nécessaire en fait, de préciser qu'il est soumis au régime des biens. Sinon, ça reviendra à dire qu'un bien est soumis au régime des biens. Donc là aussi, c'est une évidence, c'est tautologique. Donc se sentir obligé de préciser que l'animal, sous réserve des lois qu'il protège, est soumis au régime des biens, est-ce que ce n'est pas la preuve la plus éclatante que non, définitivement, l'animal n'est plus un bien, mais que pour les besoins du fonctionnement de la société et des règles de droit, on appliquera par défaut le régime des biens. Alors, c'est une argumentation qui pourrait être défendue, alors qui convainc assez peu en jurisprudence. Et vous avez certaines cours d'appel, certains magistrats qui estiment que l'article 515-14 du Code civil a effectivement rompu et que l'animal n'est plus un bien, mais ils ne disent pas vraiment ce qu'il est devenu. Bon, donc on sait qu'il n'est plus un bien, mais bon, qu'est-ce qu'il est devenu, on ne sait pas. Et puis, vous avez d'autres cours d'appel qui font comme si l'article 515-14 n'existait pas ou comme s'ils ne le lisaient pas ou s'ils l'ignoraient totalement avec des affirmations du type « Selon l'article 515-14 du Code civil, l'animal est un bien meuble », ce que précisément l'article 515-14 ne dit absolument pas. Bon. Alors, malgré tout, on est dans un autre monde. C'est une autre époque. On n'est plus à l'époque de Garneau. Et j'en veux pour preuve au moins, alors c'est un arrêt, alors effectivement le contentieux est rare, un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 avril 2015 qui concernait donc un testament qui avait été rédigé en 1980 et la testatrice, qui était alors âgée de 50 ans, avait désigné comme légataire universel un notaire et à charge pour lui de délivrer des legs particuliers à ses 2 chiens, à son chat et à la personne qui les prendra en charge. Alors, en première instance, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est le tribunal de grande instance de Nice, je crois. Oui, c'est ça. Président du tribunal de grande instance de Nice qui avait rejeté la demande d'envoi en possession formée par le notaire et considérant qu'il y avait de sérieux doutes sur la validité du testament, mais dans son ensemble, hein, à la fois sur les legs particuliers et également sur le legs à titre universel. Et alors, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence va avoir un raisonnement un peu différent. Elle va considérer, alors j'en arrive tout de suite à la conclusion, que le testament, dans son ensemble, hein, y compris les legs particuliers aux chats et aux chiens, est parfaitement valable et effectif. Bon. Alors, c'est un peu curieux parce que l'article 902 du Code civil précise bien qu'il faut être une personne hein, pour disposer ou recevoir par donation entre vifs ou par testament. Bon. Donc, est-ce à dire que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait du chien et du chat des personnes donc aptes à recevoir des legs à titre particulier? Alors, on pourrait l'affirmer. Bon, voilà, je l'affirme. Bon. Alors après, il y a 2 autres interprétations possibles. La deuxième, c'est qu'on est dans une tendance, dans un mouvement où les magistrats vont chercher, par des biais, à valider des dispositions testamentaires qui peuvent paraître un peu singulières. Parce que la conclusion qu'en tire la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le legs à titre particulier aux animaux, c'est une seule conclusion, c'est manifestement, cette personne n'a pas été conseillée. Voilà, c'est tout ce qu'on en tire comme conclusion. Dans les années 60, il y a des décisions qui sont un peu plus radicales et qui estiment que faire un legs à des animaux, c'est un indice de démence pouvant conduire à l'annulation de l'acte pour trouble mental. Bon, on n'en est plus là, c'est juste un indice que la personne, finalement, elle n'a pas été aiguillée, elle n'a pas été conseillée par un notaire, et donc elle a rédigé un peu comme elle le sentait, mais ce n'est pas une raison pour priver ces dispositions de dernière volonté de toute efficacité. Donc, ce qu'on peut peut-être voir derrière cette validation, c'est de considérer finalement que le legs fait directement à l'animal doit être compris comme un legs avec charge. Donc c'est bien une personne qui est bénéficiaire du legs, mais à charge pour elle de prendre soin des animaux. Il y a eu un autre arrêt à peu près de la même période, de la même cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a eu un raisonnement un peu similaire. Il y a une fondation qui a été une association de protection des animaux qui était bénéficiaire d'une libéralité, mais qui n'était pas reconnue d'utilité publique. Bon, alors comment faire pour sauver le testament? Eh bien, le bénéficiaire, ça a été l'association qui, elle, était reconnue d'utilité publique, à laquelle était affiliée l'association légataire. Vous voyez, donc là encore, aussi, on tord un peu la lettre du testament, mais pour un objectif, c'est valider ce testament. Alors, il y a peut-être une 2e ou 3e lecture de cet arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Un chien, 2 chats, 1980 et une succession qui s'ouvre dans les années 2000. Il y a quand même de grandes chances, même si on ne le sait pas à la lecture de l'arrêt, que les animaux soient décédés. Et donc que finalement, il ne se pose plus vraiment de difficultés pour savoir si les animaux vont être bénéficiaires de ce legs à titre particulier. Donc voilà un peu l'état, c'est-à-dire qu'on est en phase de transition, la condition juridique de l'animal ou le statut de l'animal est difficilement lisible dans les textes, même si je suis à peu près convaincu que le législateur n'a jamais voulu en faire une personne juridique. C'est peut-être une étape, mais une étape qui aujourd'hui crée une atmosphère favorable à la validité de ces legs. Alors, pas en faisant l'animal le bénéficiaire direct, mais en sauvant le testament, en disant que c'est une libéralité avec charge. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup. Alors nous continuons. On a vu le droit français. Alors en parenthèse, le droit français quand même est assez pitoyable parce qu'on a ce texte de référence maintenant sur l'animal, qui est un texte d'ouverture, même si on ne sait pas sur quoi débouche l'ouverture. On a quand même un texte après absolument lamentable, c'est l'article, je ne sais plus quel est le numéro de l'article, en matière de violence familiale, qui ose utiliser l'expression « le juge attribue la jouissance de l'animal ». Donc on revient totalement dans le droit des biens. Et c'est un texte postérieur, malheureusement. Donc on verra comment la suite évoluera. Et en attendant, voyons ce qui se passe à l'étranger. Merci beaucoup. Pardon, que je présente, excuse-moi, Guillaume Kessler, qui est maître de conférence à l'université de Chambéry, Savoie-Mont-Blanc. C'est ça. Savoie-Mont-Blanc, effectivement. Merci beaucoup. Et effectivement, je dirais, il est intéressant forcément de se pencher sur ce qu'ont pu faire d'autres États, puisque les problèmes, en fait, sont les mêmes. Si je prends l'exemple, je vais prendre 2 exemples dans mon intervention. Je vais traiter à la fois des États-Unis et de la Suisse. Et donc, on va voir qu'en fait, les problèmes sont les mêmes que ceux qui ont été exposés par Hugues ou par Pierre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un besoin aujourd'hui, une évolution où effectivement l'animal fait de plus en plus partie de la famille et il y a vraiment un désir de la part des propriétaires d'animal de pouvoir anticiper ce qui va se passer ensuite lorsqu'ils ne seront plus là. Et donc, alors, les États-Unis, je dirais, il y a un passé plus important. C'est vrai que c'était forcément, je dirais, évident, presque comme choix de pays, puisque, on l'a dit, en fait, la plupart des cas un peu mythiques qu'on évoque sont des cas américains, en fait, sont des situations américaines. C'est vrai qu'effectivement, c'est tout ce qui est Gunther, Blackie, etc. Bon, ça représente des sommes astronomiques, donc il y a cet aspect un peu excentrique, un peu drôle, un peu people, effectivement. Alors, juste quand même au passage, notez qu'il y a des mythes, mais il y a aussi des réalités. Par exemple, on peut quand même citer le cas d'un bichon maltais, Trouble, qui a hérité d'une femme qui était un magnat de l'immobilier dans les années 80, qui était la rivale d'un certain Donald Trump, et qui a fait hériter 12 millions, il doit être transmis 12 millions de dollars qui ont été réduits à 2. J'en reparlerai tout à l'heure par un juge. Mais donc, il y avait quand même, il ne reste pas moins qu'il y a bien eu un bichon maltais qui a hérité de 2 millions de dollars. La somme est quand même, et là, pour le coup, c'est vraiment avéré puisque ça a été validé par un juge. Donc là, on n'a aucun doute là-dessus. On peut également citer le cas aussi d'Oprah Winfrey. Alors, elle n'est pas décédée, mais Oprah Winfrey a annoncé en toute transparence qu'elle avait établi un trust au profit de ses chiens d'une valeur de 30 millions de dollars. Et donc, voilà, il y a quand même quelques cas qui sont avérés. Alors, je vais aller donc assez vite. Donc, je disais, pourquoi traiter des États-Unis et de la Suisse? Alors, les États-Unis, parce qu'encore une fois, je disais, c'était un peu évident, puis surtout, c'est parce que c'est là-bas qu'on a vraiment mis en place le Pet Trust, qui est vraiment une institution qui est destinée complètement à assurer cette transmission à l'animal. Et donc, là, on est vraiment complètement dedans. Et la Suisse, parce qu'en fait, la Suisse utilise ce qui est finalement le mécanisme qui paraît le plus évident. Pierre l'a évoqué tout à l'heure à travers cette idée, pourquoi pas de faire un leg avec charge. Mais l'intérêt de la Suisse, c'est qu'en Suisse, on ne se contente pas en fait de se situer par rapport au droit commun et de le transposer à l'animal, c'est-à-dire que la succession de l'animal est prévue expressément dans la loi. Donc c'est pour ça que ça m'a semblé intéressant de pouvoir évoquer le cas de la Suisse et de pouvoir ainsi présenter les 2 mécanismes
qui sont ceux qui sont vraiment utilisés à l'étranger, le pet trust d'un côté, donc dans les pays anglo-saxons, et de l'autre, donc le leg avec charge. Donc c'est pour ça que voilà, on va traiter des deux. Mais juste quand même pour évoquer rapidement, par rapport à toujours des éléments de contexte, un aspect quantitatif, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 27% des propriétaires d'animaux qui rédigent un testament et qui incluent l'animal dans le testament, qui prévoient des dispositions spécifiques. Et il faut surtout savoir aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de cabinets d'avocats qui se spécialisent dans ce domaine. Dans le pet trust, aujourd'hui, c'est vraiment une spécialité. Parfois, il y a des cabinets entiers qui sont vraiment dédiés au pet trust. Il y a un vrai, un aspect économique qui est vraiment extrêmement important. Alors, donc, je commence par le pet trust et ensuite, donc, j'évoquerai le cas de la Suisse. Alors, sur le pet trust, donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui était assez flou, assez controversé et qui a été largement clarifié depuis les années 2000. Donc il faut savoir qu'un animal ne peut pas hériter directement, ce n'est pas une personne, aucun État aux États-Unis ne reconnaît l'animal comme une personne, mais par contre, il peut effectivement être bénéficiaire d'un honorary trust, c'est-à-dire un trust qui est sans bénéficiaire privé ou objectif de bienfaisance. C'est effectivement un trust qui est créé pour des raisons non charitables. C'est un trust un peu particulier, mais qui a été adapté en fait à la situation de l'animal par deux textes qui sont issus tous les deux de la Commission des lois uniformes aux États-Unis, qui a proposé des textes modèles, des textes qui peuvent être adoptés tels quels par les États ou qui peuvent être simplement adoptés partiellement. Donc on a le Uniform Trust Code de 2000 qui a été adapté pour prévoir donc des dispositions spécifiques pour le pet trust, et le Uniform Probate Code qui a été encore modifié récemment en 2019, toujours pour effectivement prévoir des dispositions spécifiques. Donc on a 45 États ainsi que le District de Columbia, donc ça fait quand même une belle majorité. Et donc dans ces deux textes, ce qui est et qui sont repris donc dans 45 États, il est prévu par la loi directement qu'un trust peut être établi au profit. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on désigne l'animal comme un non-human, non-humain. On peut établir un trust au profit d'un non-humain. Mais le bénéficiaire peut aussi, évidemment, être une organisation, une personne qui aura la charge de s'occuper de l'animal. Donc, on peut désigner directement le non-human, mais bon, les modalités seront les mêmes à la fin, mais on peut aussi également désigner comme bénéficiaire donc la personne qui va s'en occuper. Alors, par rapport à la définition d'abord de l'animal concerné, donc la portée, qu'est-ce qu'on vise dans le pet trust? Alors déjà, il faut noter que ça doit être un animal identifiable. Donc par exemple, tu évoquais tout à l'heure un troupeau de moutons, ça c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut pas désigner un cheptel. Il faut que ce soit un animal identifié, mais ça peut être évidemment plusieurs. Par exemple, régulièrement, on voit des pet trusts qui sont organisés pour des chevaux. Mais pour les chevaux, ça peut être, c'est tel et tel cheval. Il faut que ça soit quand même précisé. Après, autre problématique, il y a aussi la question de savoir donc qu'est-ce qu'on entend par pet, donc par animal domestique. Donc on a des définitions qui peuvent varier d'un État à l'autre. Par exemple, dans l'État du Washington, il est précisé directement dans la loi que le pet trust ne concerne que les animaux domestiques et on exclut, et c'est dit spécifiquement dans la loi, on exclut par exemple les araignées, les insectes ou les escargots. Donc voilà que ça c'est extrêmement précis. Dans le Delaware, par contre, c'est beaucoup plus large, parce qu'en fait, on vise tout membre du règne animal. Alors, tout membre du règne animal, là, on peut être vraiment très large, les poissons, tout ce qu'on veut, ça peut... Voilà, donc la dernière question qui se pose, alors ça, c'est plutôt doctrinal, mais la question se pose également de savoir si on peut viser, si on peut désigner un animal qui n'est pas encore né, un animal en gestation, par exemple. Voilà, donc là, il y a des questions qui continuent à se poser. Alors, parmi les problèmes que pose le pet trust, il y a le fait que, normalement, ce type de trust devrait être limité à 21 ans, parce qu'il existe en common law une règle qu'on appelle la Rule Against Perpetuities, qui vise à éviter que la propriété soit immobilisée sur de trop longues périodes. Et donc, normalement, cette règle, elle s'applique effectivement dans le cas où on désigne un bien ou encore un... Là, le cas de l'animal, ça marcherait aussi. La règle ne s'applique pas, par contre, quand on désigne une personne. Donc là, il y a effectivement une différence. Mais donc, il faut savoir que cette règle a été écartée, en fait, par le Uniform Trust Code et par le Uniform Probate Code. Donc, dans les 45 États que j'ai cités, en fait, le trust prend fin avec le décès du dernier animal désigné. Donc, c'est le principe, il prend fin avec le décès du dernier animal désigné. Alors,
Il y a simplement quelques États qui ont maintenu les 21 ans, et donc ce qui correspond à ce que tu évoquais tout à l'heure, à la durée, parce qu'on peut aussi penser à la durée de vie de l'animal. 21 ans, donc ça reste valable en Alaska, dans le Michigan et dans le Montana. Mais sinon, globalement, c'est le décès du dernier animal désigné. Avec, par contre, de temps en temps, donc on y reviendra, mais je le citerai tout à l'heure, il y a quand même parfois des plafonds qui peuvent être fixés, parce qu'effectivement, il peut y avoir des animaux qui vivent très vieux. Donc, on a parlé du perroquet, mais il pourrait y avoir des tortues qui peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Hein. Donc, effectivement, il faut quand même l'envisager. Par rapport aux parties impliquées, donc, le principe, c'est que le trust, alors il est créé donc, par le settlor, hein, c'est donc lui qui va effectivement instituer le trust. Le trust va être géré par le trustee au profit du bénéficiaire, qui donc, en l'occurrence, sera l'animal. Donc, ça nécessite un aménagement. C'est-à-dire que d'abord, il faut désigner ce qu'on appelle un caretaker. Donc ça, c'est une partie supplémentaire. Le caretaker, ça peut être le trustee, mais ça peut être aussi une autre personne. Le caretaker, c'est celui qui va s'occuper concrètement de l'animal et donc il va user des fonds dans la perspective de cet objectif qui est de s'occuper de l'animal. Il y a un droit à rémunération qui sera précisé par le trust ou éventuellement par le juge à défaut d'anticipation. On doit désigner également un enforcer, qui est donc la personne qui devra surveiller le caretaker et vérifier que l'argent ne sera pas détourné au profit du trustee. Donc, sachant que, effectivement, donc le trustee peut aussi être l'enforcer. Hein. Donc, voilà, il y a plusieurs aménagements possibles. Alors, au niveau du montant du trust, un des problèmes qui se pose, c'est le montant qui peut être parfois considéré comme excessif. C'est une critique récurrente. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'on parle parfois de sommes indécentes, parce que l'exemple que tu disais, que tu citais par Alain Roy, qui évoquait effectivement le fait qu'on pourrait nourrir des familles, etc. Donc voilà, ce côté très frivole, immoral, etc., a déjà été effectivement relevé par la jurisprudence. Alors, on peut citer un arrêt qui date d'avant les textes uniformes que je citais tout à l'heure, qui date de 1974, un tribunal de l'État de Pennsylvanie qui avait diminué les sommes que les testateurs avaient effectuées aux besoins de ses 4 chevaux et 5 chiens. Et donc, le principe, en fait, après, a été repris dans les textes pour prévoir une réduction par le juge si le montant excède de façon substantielle le montant nécessaire. Donc, il y a un droit, effectivement, de réduction de la part du juge. Cela dit, par exemple, la loi californienne ne prévoit pas de disposition explicite autorisant le juge à réduire le montant parce qu'il est excessif. Et donc, certains auteurs estiment qu'en fait, on pourrait tout à fait considérer que ça n'a pas lieu d'être. Dans l'affaire que je citais tout à l'heure, de Lena Hensley, donc cette femme qui avait donc transmis 12 millions de dollars à son chien, la cour de New York en fait a diminué, ça est passé de 12 millions de dollars à 2 millions de dollars, parce qu'on a estimé que la somme était vraiment excessive, et donc on a réduit à 2 millions de dollars. Sur le sort des biens à la fin du pas de trust, donc normalement, alors je disais peut-être parfois, on pourrait envisager une transmission théoriquement à la lignée de l'animal, mais c'est très controversé. Pourquoi pas, ça, ce serait le cas de Gunther, le fameux exemple qui serait effectivement cette femme qui aurait donc prévu aussi des conditions de reproduction, etc. Bon, ça, c'est très controversé. Ce qui est certain, c'est que donc, la règle générale dans quasiment tous les États, c'est que ça prend fin au dernier décès, au décès du dernier animal, comme je disais tout à l'heure. Mais j'évoquais des limites temporelles. On a, par exemple, une limite de 90 ans au Minnesota, ou dans le Tennessee, 150 ans dans l'État de Washington. Donc on a quand même prévu effectivement un certain nombre de dispositions. On notera que lorsque le trust prend fin, donc il y a des sommes qui restent disponibles, donc c'est transmis au reminder man, c'est-à-dire que ça peut être une personne, une entité qui est désignée par le settlor initialement. Donc on peut envisager qui recevra à la fin les biens qui subsisteront, et sinon il y a une transmission aux héritiers légaux tout simplement du settlor à défaut de précision. Mais en général c'est précisé. Quelques sanctions donc en cas de défaillance, quelques mots sur les sanctions en cas de défaillance du caretaker. Il faut noter que si le caretaker ne prend pas suffisamment soin de l'animal, le trustee donc, peut le remplacer. Le trustee, voire une association de protection des animaux, parce que c'est également possible, peut saisir le juge pour demander l'exécution correcte du trust si jamais on constate que l'animal, par exemple, n'est pas entretenu de façon correcte. Et il peut y avoir donc des sanctions qui peuvent être prises, ça peut conduire évidemment à une désignation d'un autre caretaker, voire toute une série de sanctions financières ou autres. Le caretaker peut être également sanctionné s'il abuse des sommes qui sont destinées à la prise en charge de l'animal.
On notera également qu'en cas de décès ou d'incapacité, le caretaker va être remplacé. Et donc, si rien n'a été prévu, c'est le trustee qui doit s'occuper de trouver un nouveau caretaker. Et si ce n'est pas possible, ben c'est le juge en fait, qui va éventuellement le faire. Et donc, ça peut être, pourquoi pas, une prise en charge par une institution ou une association s'il n'y a pas d'autre solution. Pour terminer, je noterai qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on connaît le Pet Trust. Ça commence à se développer dans d'autres pays anglophones. Le Pet Trust, par exemple, est prévu en Australie dans l'État du Queensland, également en Colombie-Britannique, au Canada. Alors, ce n'est pas toujours exactement les mêmes dispositions. Et également dans l'Ontario. Donc voilà, on a quand même un certain nombre d'exemples en dehors des États-Unis. J'en viens maintenant à l'exemple suisse avec donc la libéralité avec charge. Donc d'abord, il faut noter que en fait, c'est en 2002 par une loi fédérale, donc ça s'applique dans l'ensemble des cantons, que la Suisse a prévu ces dispositions concernant donc la succession de l'animal. Et de manière générale, en fait, c'est une loi sur les animaux qui a établi un principe à l'article 641 du Code civil suisse, selon lequel les animaux ne sont pas des choses, ils sont protégés par des dispositions spéciales. Voilà le terme qui est employé par la Suisse. On en déduit, alors effectivement, à l'article 651A, que, eh bien, il y a des règles, effectivement, notamment d'attribution pour l'animal de compagnie. Donc, il est prévu, par exemple, que l'animal de compagnie est attribué à l'héritier qui en prenait soin ou qui offre les meilleures garanties de bien-être, et que le juge peut trancher en cas de désaccord. Mais ça, c'est évidemment si rien n'a été prévu. Le testateur peut, bien sûr, désigner à l'avance la personne qui s'occupera de l'animal et peut donc établir un legs avec charge. Et donc ça, c'est prévu par le Code civil à l'article 482. Il est énoncé que la liberté pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée. Donc quand le défunt lègue un bien par testament ou par un pacte successoral à un animal, eh bien, donc c'est effectivement considéré comme une charge. Et donc le texte en fait transforme la volonté du testateur en charge successorale, c'est-à-dire une obligation imposée à une personne, héritier ou légataire, de s'assurer que l'animal sera pris en charge de manière appropriée. Donc, on peut désigner directement l'animal, mais ce n'est pas en fait l'animal qui... voilà, c'est en fait un héritier ou légataire qui va en fait concrètement être légataire avec charge. Donc, c'est juste ça, c'est ce qui est prévu si jamais dans le testament, le testateur avait prévu directement une transmission de l'animal. Mais de manière générale, évidemment, le plus souvent, on va transmettre donc le bien à une personne déterminée, mais avec cette charge de s'occuper de l'animal. Alors, l'étendue de l'obligation du légataire, il faut noter que la charge n'est pas une dette patrimoniale, c'est une obligation de comportement qui est imposée au légataire. Et donc, ça peut être, par exemple, de nourrir et héberger l'animal, assurer les soins vétérinaires, garantir un niveau de bien-être identique à celui que lui offrait le testateur. Il peut y avoir aussi des interdictions d'abandon, de revente, etc., bien évidemment. Donc, le testateur peut définir des standards de soins qu'il souhaite, à condition que ceux-ci soient réalistes. Au niveau de l'application, donc le testateur va pouvoir nommer une personne chargée de veiller à l'exécution, qu'on va appeler l'exécuteur particulier de la charge. C'est une forme d'exécuteur testamentaire, et donc ça va être le plus souvent un avocat ou un notaire. Le Code civil prévoit également que tout intéressé peut réclamer l'exécution de la charge, et donc notamment, il est prévu que les organismes de défense des droits des animaux peuvent veiller aux intérêts des animaux bénéficiaires des libéralités, même en l'absence de stipulation testamentaire les autorisant à tenir ce rôle. Si le légataire ne respecte pas la charge, le legs n'est pas annulé automatiquement, mais le juge peut intervenir sur demande d'un héritier ou de l'exécuteur testamentaire ou toute autre personne pour contraindre le légataire à exécuter la charge ou éventuellement lui retirer l'animal. En cas de manquement, bien évidemment, grave, le legs, par contre, peut bien sûr être révoqué. Dans ce cas-là, l'animal va rentrer dans la succession ordinaire et il appartiendra aux héritiers de s'en occuper. Donc voilà, il y a toute une série d'éléments comme ça qui ont été prévus, dont également la réduction du legs. Donc ça, c'est intéressant parce que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Pet Trust. L'article 486 du Code civil prévoit qu'un legs, quand il exerce les forces de la succession, l'acuité disponible ou la libéralité faite au débiteur peut être réduit proportionnellement. Et donc certains auteurs qualifient par analogie les charges excessives, comme par exemple des soins pour l'animal qui seraient beaucoup trop coûteux, comme potentiellement susceptibles d'être réduites en se référant à ce principe de proportionnalité.
Cela dit, une autre partie de la doctrine estime que ça ne peut pas forcément s'appliquer parce que la réduction des legs qui est prévue à l'article 486, ça concerne des libéralités et pas des charges. Et donc, effectivement, le texte ne parle pas explicitement de la réduction des sommes allouées aux charges. Et donc, ils sont plutôt à dire que si la charge était effectivement excessive, s'il y avait des coûts faramineux, un nombre d'animaux trop élevé, etc., on pourrait considérer que, en fait, cette charge est inefficace ou irrecevable. Donc, ce n'est pas un mécanisme, effectivement, forcément on ne pourrait pas forcément appliquer l'article 486, ce serait plutôt autre chose, effectivement, un autre raisonnement possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'on pourrait envisager une remise en cause du leg avec charge si vraiment on estimait que la charge était complètement disproportionnée. Alors, voilà, simplement, pour terminer, puisque donc, je voulais faire une présentation rapide et que je ne voudrais pas excéder le temps qui m'est imparti, je voudrais simplement conclure en disant que finalement, on voit que ces dispositions qui sont prévues par le droit suisse, elles sont finalement fonctionnellement, il y a une sorte d'équivalence fonctionnelle avec le pétrole, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ça peut fonctionner effectivement de la même façon. On peut, par les mécanismes qui sont utilisés en droit suisse, à peu près arriver au même résultat, à ceci près qu'effectivement, aux États-Unis, il y a plus peut-être de libéralisme, et donc dans certains États, comme je l'évoquais tout à l'heure, par exemple la Californie, il semble qu'il n'y ait pas vraiment de limite maximum, donc là, peut-être qu'on pourrait envisager d'aller plus loin. C'est le cas, par exemple, de ce que j'ai cité tout à l'heure par rapport à Oprah Winfrey, qui semble vouloir utiliser les largesses de la loi californienne pour aller bien au-delà donc des sommes qui seraient considérées comme raisonnables, même si, encore une fois, les 2 millions de dollars qui ont été attribués par le juge américain, même si ça a été quand même une réduction substantielle par rapport aux 12, ça restait quand même une somme correcte pour s'occuper d'un bichon maltais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le leg avec charge, donc c'est une piste intéressante. On l'a aussi évoqué pour le droit français. Il y a d'autres États qui l'envisagent. Je sais que notamment, c'est quelque chose qui est aussi utilisé au Québec. Dans la partie anglophone du Canada, on est plus vers le pet trust, mais au Québec, on est plus à vouloir s'inspirer de cette notion et pourquoi pas consacrer des legs avec charge, sachant qu'au Québec, les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles depuis 2015 et non comme de simples choses. Donc il y a effectivement... on a aussi un terreau potentiellement favorable. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on le voit, donc le droit étranger fournit des modèles, il y a des exemples possibles, et donc on va à présent pouvoir voir comment on pourrait transposer tout ça en France, ou du moins trouver d'autres mécanismes. Donc voilà, je terminerai ainsi cette présentation, même si j'aurais pu évidemment évoquer d'autres pays, mais je pense que c'était intéressant de pouvoir se contenter de ces deux modèles. Merci beaucoup. Bien, merci infiniment pour cette passionnante communication. Alors, en t'écoutant, je me disais, quand viendra devant la Cour de cassation un joli dossier avec un trust ou un testament comportant un trust qui aura été contracté à l'étranger, aux États-Unis, par exemple, donc l'équivalent de Jarre et Colombier, mais avec un trust au profit d'un animal, et que dirait la Cour de cassation face à ce testament, face à ce trust? Est-ce qu'elle invoquerait l'ordre public? Est-ce qu'on pourrait transposer la jurisprudence sur la réserve héréditaire à cette hypothèse-là? Enfin bon, j'attends avec impatience ce dossier. Bien, en attendant, revenons au droit français avec Richard Vaisseau, qui est docteur en droit, qui est en poste à l'université Jean Moulin Lyon 3 et qui a une grosse expérience notariale pour avoir notamment travaillé dans telle ou telle institution proche du notariat, dont je tairai le nom ici, et donc qui va nous présenter l'état du droit français et les possibilités existant en droit français. Merci Hugues. Alors oui, on a tourné autour de cette merveilleuse question qui est la libéralité avec charge. Donc sans surprise, je vais parler des libéralités avec charge sous l'angle du droit français, bien entendu. Alors, je vais tenir pour acquis le fait que l'animal ne peut hériter en droit français. Pour autant, il peut être gratifié, comme on l'a dit, pas directement, mais indirectement, par le truchement d'une libéralité avec charge. Alors, dès lors qu'on aborde la question des libéralités avec charge en droit français, on se heurte déjà à une difficulté sémantique. Qu'est-ce qu'une charge? Là-dessus, le Code civil n'est pas très loquace. Le Code civil de 1804 a fait un choix terminologique assez regrettable puisqu'il emploie le terme de condition. Or, une charge n'est pas une condition. Donc, si vous le voulez bien, je commencerai juste par un petit point sémantique pour qu'on parle
efficacement des libéralités avec charge. Alors, la charge en tant que telle, c'est une obligation qui est coercitive, qui vient peser sur un gratifié et qui est tenu d'exécuter un certain nombre d'obligations prévues soit dans un testament, peu importe sa forme, ou soit dans une donation. La condition, au contraire, c'est un élément qui est extérieur aux parties, qui est insusceptible d'une exécution forcée et qui joue de manière pleine et entière par un effet déplanant. Donc on n'est pas du tout sur le même plan. Pour reprendre l'exemple de Karl Lagerfeld, alors c'est vrai qu'on n'a pas eu communication de son testament, mais on peut imaginer, en recoupant les sources peopleistiques, le montage qui a pu être exécuté. À titre personnel, d'après ce que j'ai compris, en regardant des sources tout à fait recommandables, dira-t-on, c'est que Karl Lagerfeld aurait gratifié l'un de ses anciens employés de maison d'un tènement immobilier et de diverses sommes relativement rondelettes, comme le disait Hugues, on s'approcherait des 13 millions de dollars, bon, ma foi, legs qui se trouverait grevé d'une charge. Alors, petite parenthèse d'ailleurs là-dessus, sur la validité du montage, parce qu'en lisant ces différentes sources, combien passionnantes, vous l'imaginez, j'ai constaté que le chat en question, la bien nommée Choupette, était initialement la propriété d'un de ses amis, de Baptiste Giacobini. Le transfert de propriété de Baptiste Giacobini à Karl Lagerfeld était-il valide? Déjà, on peut se poser la question. Parce que dans cette hypothèse, si le transfert n'était pas valide, qu'il ressollicitait la restitution du chat, on aboutirait à une solution qui serait tout à fait saisissante, puisque cette personne qui a été gratifiée de ce legs se trouverait face à une charge impossible à exécuter. Et par conséquent, vu qu'on sent bien que la charge d'entretien de Choupette était la cause impulsive et déterminante de la libéralité, on pourrait faire tomber le legs. Donc, bon, ce n'est pas pour donner des bonnes idées à certaines personnes pour récupérer les 13 millions de dollars, mais la question mériterait, somme toute, d'être posée. Au-delà de ces problématiques de distinction et de taxinomie, je voulais revenir avec vous, si vous me le permettez, sur quelques éléments, on va dire, de rédaction, de validité d'une libéralité avec charge au profit d'un animal, ou tout au moins dont l'objet serait l'entretien d'un animal. Donc, je commencerai tout d'abord par les conditions de forme. Alors, sur ce plan, comme je l'ai dit, le Code civil de 1804 et les réformes successives ne nous aident pas beaucoup, puisque l'on n'a pas de disposition très claire sur le formalisme des libéralités avec charge. On sait que ce sont des libéralités grevées d'une obligation quelconque, mais pour autant se pose la question, au-delà de l'acte support, c'est-à-dire de la donation ou du testament, des modalités de rédaction et d'établissement de la charge stricto sensu. La première difficulté à laquelle on est confronté, c'est l'expression formelle de la charge. Comment formaliser le dispositif obligationnel destiné à porter la charge? Ici, c'est vrai que la question est particulièrement délicate, puisque, comme je l'ai dit, la linguistique ne nous aide pas. Alors c'est vrai qu'on pourrait voir un certain nombre d'indices en disant s'il y a à charge 2, on serait face à une charge, alors que si on est à condition 2, on serait face à une condition. Sauf que quand on se réfère au littré, à charge 2 et à condition 2 sont d'exacts synonymes. Par conséquent, l'approche littérale ne suffit pas. Il est nécessaire, pour rédiger une charge qui soit suffisamment efficace, d'employer un vocabulaire qui soit simple, qui soit, pardonnez-moi, coercitif. C'est-à-dire qu'il faut que l'on sente une manifestation de volonté d'obliger le gratifié, c'est-à-dire la personne qui reçoit, d'exécuter des obligations. Donc il faut une volonté qui soit ferme et non pas timide. C'est sûr que si vous formulez simplement un vœu, on le sait, dans la jurisprudence de la Cour de cassation et même les décisions au fond, une expression de volonté timide sera inefficace.
on pourra la requalifier en souhait et par conséquent, le grevé ne sera pas chargé de l'exécuter. Donc il convient de faire très attention aux précautions rhétoriques que l'on peut employer pour formuler une charge. Cela me semble indispensable. Indépendamment de ces questions de formulation, c'est l'objet même de la charge sur lequel il convient de s'arrêter. En effet, pour que la charge soit exécutable et qu'on puisse envisager d'en déterminer un cadre d'exécution, encore faut-il que le disposant ait pris soin de la délimiter. Donc, le simple fait de mentionner, par exemple, que l'on veut entretenir un animal est insuffisant, puisque dans le cadre d'un contentieux en exécution, ou même dans le cadre d'un contentieux en inexécution, il sera impossible de déterminer quel est l'objet de la charge. Une stipulation du type « je lègue à Jules tel immeuble à charge de pourvoir aux besoins de Choupette » constitue une charge qui sera difficilement exécutable en l'état, tant l'objet est trop large. Dans ce genre de situation, lors du règlement de la succession testamentaire, il sera nécessaire aux parties en présence de procéder à l'établissement d'un acte d'interprétation afin d'éclairer l'objet de la charge en s'accordant, sur les modalités d'exécution. Bon, quand on a déjà été confronté au règlement d'une succession et qu'au milieu vous rajoutez la gratification plus ou moins indirecte d'un animal, je ne suis pas sûr que l'on puisse parvenir à l'établissement d'un acte d'interprétation. Mais pourquoi pas ? Aussi, un autre type de formulation qui serait peut-être plus développé serait tout aussi problématique. Je prends un second exemple. Je lègue à Jules tel immeuble à charge de nourrir 2 fois par jour Choupette sa vie durant avec des croquettes premium de marque Friskas. Bon, je n'ai aucune action chez Friskas. Contrairement à la situation précédemment exposée, la rédaction de la charge ici est beaucoup trop circonstanciée, tant sur le plan de l'objet que dans son cadre temporel. La précision du dispositif ici pourrait être source de difficultés. En effet, le disposant, en ayant expressément prévu que le grevé devrait se fournir en croquettes de marque premium, de qualité premium, auprès de l'entreprise Friskas, se retrouverait être bien en difficulté si d'aventure cette entreprise venait à cesser ses activités ou si la gamme était abandonnée. Ce faisant, que se passerait-il ? Ordonnerait-on une révocation de la charge ou, au contraire, pourrait-on aménager les contours de la charge ? La question serait éminemment difficile puisque seuls les juges du fond seraient souverains en la matière. Donc, la solution en matière de rédaction d'une libéralité avec charge n'est pas évidente à trouver. Entre un dispositif trop large et un dispositif très étroit, la marge de manœuvre est assez limitée. Au-delà de ces questions de forme, on a en droit français, en matière de libéralité avec charge, un certain nombre de conditions de fond qui agissent d'une certaine façon comme un ensemble de garde-fous. Parmi ces restrictions, on a des restrictions qui tiennent à la charge en elle-même, aux bénéficiaires et à l'influence parfois déterminante du cadre économique de l'opération. Sur le plan des conditions de la charge stricto sensu, ces conditions peuvent être amenées à varier de manière drastique selon que l'objet de la charge est une charge, par exemple, de prestation, une charge d'entretien, une charge d'emploi, une charge d'affectation ou encore une rente viagère. Il sera très délicat de trouver un cadre homogène et un cadre suffisamment sécuritaire à la rédaction d'une charge d'entretien d'un animal, puisqu'il devra composer avec différents types de charges, à la fois une charge de prestation, une charge d'entretien et pourquoi pas une charge d'emploi. Si je reprends l'exemple de Karl Lagerfeld et manifestement du legs du tènement immobilier qu'il y a pu avoir, d'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agirait d'un hôtel particulier ou d'un beau tènement immobilier qui serait quand même à disposition de Choupette, parce que Choupette, manifestement, a un certain nombre d'habitudes et a besoin de vivre dans un cadre assez particulier. Donc, je serais tout à fait curieux de savoir comment a été rédigé le testament et selon quelles modalités le quotidien de Choupette a été envisagé.
Au-delà de la question de la nature de la charge, la question du bénéficiaire de la charge, on l'a évoqué avec les exemples étrangers, ne doit pas être, doit faire l'objet d'une attention importante. En effet, si l'on désigne un animal nommément, parfois on peut avoir un petit problème d'interprétation, j'en sais rien, si on est face à un cheptel et que les animaux ont différents noms, etc. Donc je pense que comme en matière de libéralité, il conviendra soit d'identifier précisément l'objet, enfin le bénéficiaire de la charge, donc c'est-à-dire l'animal, ou tout au moins qu'il soit identifiable. Donc je pense que là-dessus on peut transposer les décisions que l'on connaît bien en matière d'identité des bénéficiaires de libéralité. Le dernier point sur lequel je voulais venir, c'est la problématique de la valorisation financière de la charge. Là-dessus, on a des grandes difficultés en droit français, puisqu'il n'y a aucun cadre légal qui permet de procéder sereinement à la valorisation d'une charge. Alors, on en a parlé pour la question des libéralités graduelles et résiduelles. S'il existe un dispositif fiscal de neutralisation de l'acquittement des droits successifs, il n'existe, par exemple, aucun dispositif civil certain qui permet de valoriser telle ou telle charge, ce qui est une problématique absolument terrible. Puisque sur le plan fiscal, s'il est possible de déduire le montant de la charge de l'émolument reçu, sur le plan civil, il est impossible de le faire sur le plan fiscal. La chose est quand même très importante, puisque si l'on peut déduire sur le plan civil le montant de la charge de l'émolument, cela diminue l'indemnité de rapport et corrélativement l'indemnité de réduction si d'aventure il y en a une. Donc l'enjeu est loin d'être anecdotique. Et pour autant, rares sont les décisions en la matière qui tranchent la problématique. Dans le cadre d'une charge qui consisterait à déterminer l'entretien d'un animal de compagnie, si les dispositions ont été rédigées de manière trop large, il sera excessivement délicat de savoir ce qu'il conviendra de faire entrer dans la valorisation de cette charge. S'agira-t-il de faire entrer tous les frais vétérinaires et les frais vétérinaires présomptifs en prenant en considération la vulnérabilité de l'animal, alors avec des soins ostéopathiques ou que sais-je d'autre? Ne s'agit-il que des frais de bouche ou s'agit-il des frais de loisirs? Ou au contraire, s'agit-il de tout cela? On va au-devant quand même de problématiques qui sont absolument terribles sur le plan de la valorisation et malheureusement, ni le législateur ni personne n'a envie de s'y confronter pour l'instant. Bref, il y aurait encore énormément de choses à dire sur les libéralités avec charge. C'est vrai que j'ai une petite appétence naturelle pour la question puisque j'ai rédigé ma thèse là-dessus et voilà, j'aurais quelques éléments à dire là-dessus, mais je crains d'avoir été un peu trop long, donc je vais m'arrêter là, mais je me tiens à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Richard. Je retire de tout cela un enseignement, et ce n'est pas parce que nous sommes ici, à la Chambre des notaires de Paris, que je dis cela, c'est qu'il vaut mieux aller voir un notaire lorsque on entend faire une libéralité avec charge pour son animal. Et puis sinon, si on ne va pas en voir, ou si on en voit un, mais qu'il y a un contentieux, j'attends avec gourmandise les contentieux qui pourraient naître et qui viendraient devant la Cour de cassation. On n'en a pas encore eu, à ma connaissance. Je parle sous le contrôle de notre spécialiste à la Cour de cassation. Ça devrait venir un jour ou l'autre, en tout cas, je l'espère. Nous avons un temps raisonnable pour des questions. À la fois les questions qui seraient dans la salle, aussi des questions à distance. Donc la parole est à vous. Bonjour, merci pour cette conférence. J'aimerais revenir sur la première partie et j'aimerais savoir, selon vous, comment il faudrait modifier la lettre de l'article 515-14 du Code civil pour pouvoir donner la personnalité juridique aux animaux et qu'ils ne soient plus traités sous le régime des meubles. Il faudrait tout refaire. Non, ça me paraît largement... c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que si on touche à la division personne-chose et qu'on inclut les animaux dans les personnes, Ou alors...
Ou alors en faire une personne, mais en indiquant que... non, je ne sais pas. Non. En fait, on partirait plutôt de l'inverse, c'est-à-dire de multiplier les régimes protecteurs qui sont vraiment adaptés à l'animal. Après, ce qui manque, alors moi, à mon sens, dans l'article 515-14, c'est cette application brute du régime des biens. Il faudrait faire comme pour les actes juridiques en matière de contrat, parce qu'on n'a pas fait un régime complet sur les actes juridiques unilatéraux. On a dit qu'aux actes juridiques unilatéraux, on applique les règles du contrat en tant que de besoin. Et c'est ce qui manque. En fait, on applique le régime des biens, mais en tant que de besoin. Donc, c'est-à-dire que le jour où il faut faire le partage, on ne fait pas un jugement de Salomon avec un qui prend la tête et l'autre qui prend la queue, quoi. Il faudra arriver à des solutions du type droit suisse, c'est-à-dire un partage en fonction de l'intérêt, quelle est la personne susceptible de pourvoir au mieux aux intérêts de l'animal. Après, voilà, bouleverser les catégories, enfin, je sais bien, il y a des personnes morales, voilà, mais je ne crois pas que la personnalité juridique soit vraiment adaptée. Les droits fondamentaux, adapter les droits des biens, oui, mais pour le reste, ça me paraît une entreprise gigantesque. Oui, bonsoir. Moi, je me pose, j'ai oublié ou je n'ai jamais su ce qu'il en est du droit positif français en matière de l'animal par rapport à la notion de sûreté. Est-ce qu'on peut donner un animal comme sûreté actuellement en droit français? Un cheval, animaux qui valent très cher. Et si on ne peut pas le faire directement, par quel biais on le fait? Je ne sais pas si on peut l'affecter comme sûreté. Je ne vois pas ce qui s'y opposerait, mais il peut être grevé d'un droit réel. L'exercice du droit de rétention est assez classique dans les contentieux entre les pensions de chevaux et les propriétaires. Quand ils ne payent pas le loyer, il n'y a pas de restitution de l'animal et le centre exerce un droit de rétention, mais qui s'applique directement sur l'animal. Ouais. Et oui, la garantie. Est-ce qu'on peut... il faudrait que le créancier l'accepte déjà. que... Oui, mais c'est un bien, de grande valeur. Souvent, un cheval, par exemple, un cheval de course. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais voilà, parce qu'il n'y a pas de nantissement particulier ou de gage particulier pour les chevaux. Alors si, il y a des choses pour les cheptels, ça c'est sûr. Mais... Oui, rien ne s'y oppose, mais après, oui, enfin... Ouais. Disons que pour un créancier, enfin, oui, il y a des chevaux qui valent très cher, mais enfin, il faut pouvoir les revendre après. Hein. Donc, c'est pas courant. Pour un cheval, c'est dommage. Oui, mais alors, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de contentieux. Bonsoir. Dans un premier temps, je vous remercie pour la conférence. C'est pas spécialement une question, mais c'est juste pour vous informer à titre informatif que j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études sur la place de l'animal dans le notariat français et quelles solutions on pouvait apporter pour une meilleure protection de l'animal. Et que cette semaine, je viens tout juste de créer une association pour la condition animale dans le droit notarial français. Et que vos travaux de ce soir vont pouvoir m'apporter pas mal d'aide dans mes recherches pour pouvoir améliorer cette condition. Donc je vous remercie. Merci bien. Est-ce qu'il y a une question à distance? Alors, on va prendre une question à distance et puis après on reviendra sur la salle. On va alterner un peu. Alors, pardon. Donc, je lis le texte en direct. Quid si dans un testament, il est simplement mentionné que l'animal doit être pris en charge sans précision sur la personne à qui ce devoir incombe? Pourrait-on considérer qu'il s'agit d'une libéralité avec charge au profit des héritiers ab intestat? Réponse du Cridon. Non, moi je ne suis plus le Cridon, attention. Alors, c'est une bonne question. C'est une question qui recoupe en vérité une autre question. C'est peut-on grever l'hérédité d'une charge? La réponse, à mon sens, article 912 et suivant du Code civil, c'est non.
très simplement. Puisqu'une libéralité avec charge, comme son nom l'indique, suppose une libéralité. Alors certains auteurs vous disent qu'implicitement, la stipulation d'une charge sur l'hérédité viendrait matérialiser une libéralité implicite. À titre personnel, je n'y crois pas. Et de toute façon, il serait bien simple de neutraliser ce genre de système, puisque lorsque vous êtes face à un héritier réservataire, vous avez une dualité de vocation. Vous avez votre vocation ab intestate et votre vocation testamentaire. Il vous suffira simplement de répudier la vocation testamentaire et de venir à la succession ab intestate. Donc je ne crois pas, à titre personnel, à ce que j'appelle les charges autonomes. Bon, c'est un contentieux qui a pu exister par le passé, notamment au XIXe siècle, pour les charges de fondé, à une époque où il n'existait pas de disposition en droit français qui permettait de constituer des fondations à cause de mort. Pour autant, la jurisprudence ne reconnaît pas la validité des charges autonomes ou qui viennent grever l'hérédité. Donc je pense que cette mécanique serait tout bonnement compromise. Très bien. Donc, monsieur. Bon, monsieur. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Est-ce qu'il y aurait des restrictions particulières à utiliser une personne morale qui aurait un objet social autour de prendre soin d'un animal ? Je pense pas. Pourquoi pas? Alors, il y a un peu de conciliabule, on arrive à la conclusion que non. La question de l'objet social, a priori, je ne pense pas non plus, parce qu'après tout, elle bénéficie de la libéralité, et ensuite, c'est une charge pour poursuivre son objet social. Ce n'est pas en contradiction avec la... non, enfin, donc, on est à peu près d'accord pour dire que non, pas de limite. Juste pour ajouter, effectivement, dans ce que j'évoquais en droit comparé, c'est quelque chose qui est tout à fait envisagé. Enfin, que ce soit en Suisse ou aux États-Unis, dans le cadre du pet trust, on peut tout à fait désigner effectivement une entité et donc effectivement une personne morale, donc qui peut être effectivement, ça peut être une association, ça peut être, enfin voilà, c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait possible. Encore faut-il qu'elle puisse recevoir une libéralité. Voilà, c'est ça. Voilà. Par contre, voilà. Bonjour, je suis journaliste juridique. Je voulais d'abord remercier Pierre Doptin parce que j'avais eu le plaisir de le publier dans la revue Dossier familial il y a quelques années. J'ai juste deux questions. Une, vraiment juste pour le verbatim, parce que je suis en train d'écrire l'article. Vous avez bien dit qu'aux États-Unis, il y a 45 États qui autorisent le pet trust. C'est bien 45, hein, le chiffre. 45, oui, tout à fait, absolument. D'accord. Bah, qui ont en fait repris donc les dispositions des deux textes que j'évoquais, donc soit l'un soit l'autre, parfois une combinaison des deux, puisqu'en fait, encore une fois, il faut bien voir que ce ne sont pas des textes fédéraux. C'est-à-dire que en fait, ce que fait la Commission des lois uniformes, c'est juste proposer un modèle. Et donc c'est un modèle qui peut être adapté, qui peut être adopté tel quel, ou qui peut être simplement on peut bêtement s'en inspirer et puis faire des modifications. C'est pour ça que d'un État à l'autre, ce n'est pas exactement la même législation non plus, parce que la plupart ne le reprennent pas tel quel. En fait, ils le mettent un petit peu à leur sauce, en quelque sorte. Mais effectivement, c'est 45 États, oui, qui reconnaissent le pet trust. D'accord. Donc ça veut dire que la différence, enfin les autres États ne le reconnaissent pas comme Alors en fait, les autres utilisent vraiment le droit commun, c'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent le honorary trust qui permet en fait de faire un trust au profit, par exemple, d'un bien, ce qui est tout à fait envisageable. Mais simplement, la grosse différence, c'est que les États en question, donc les quelques-uns qui restent, je crois qu'il y en a quoi, c'est 50 États aux États-Unis de mémoire. Hein. Donc, ce sont des États en fait qui appliquent notamment. Le problème en fait, que ça pose, c'est qu'ils appliquent la règle, la rule against perpetuity, ce qui fait que là, on est limité quoi qu'il arrive à 21 ans, on ne peut pas aller au-delà en fait. Donc ça crée en fait effectivement un obstacle parce qu'effectivement si l'animal a vocation à vivre plus longtemps, en fait, de toute façon ça prendra fin avant le décès de l'animal. D'accord. J'avais une toute dernière question pour être sûr d'avoir bien compris concernant la passionnante affaire Lagerfeld. Est-ce que vous pourriez juste revenir à l'instant pour m'expliquer quel est l'enjeu du fait que effectivement le chat a été pris par Lagerfeld à un jeune compagnon qu'il avait.
c'est de notoriété publique. Et donc, le fait qu'il ne possède pas, j'allais dire, ab initio l'animal, en quoi ça fragilise le legs avec charge qui est ensuite octroyé à ce jeune monsieur? Alors, je suis passé rapidement sur une des conditions des libéralités avec charge. C'est l'article 900 en fait, du Code civil qui vient vous dire que les conditions, et il faut comprendre également les charges, doivent être licites, possibles et conformes aux bonnes mœurs. Ici, la problématique qui se poserait, c'est que l'objet de votre charge, n'étant plus à la disposition du légataire en partant du postulat que le chat n'appartenait pas à Karl Lagerfeld et que par conséquent il n'a pas pu faire l'objet d'un legs et encore moins d'une charge, vous vous retrouvez face à une charge qui est impossible à exécuter. Et vous avez un second principe qui a été dégagé par la jurisprudence qui vient vous dire que si la stipulation, qu'il s'agisse d'une charge ou d'une condition, était la cause impulsive et déterminante de la libéralité, ça n'emporte pas simplement la nullité de la disposition, mais ça peut emporter la nullité de la libéralité dans son outil. Donc, il y a un petit enjeu. Mais je tiens à rassurer les adorateurs de choupette. Ce n'est qu'une imagination de juriste, parce qu'on peut supposer que le don manuel, le chat a fait l'objet d'un don manuel, et que ce don manuel ne peut pas être mis en cause. Par conséquent, surtout, n'inquiétons pas choupette, laissons-la vivre, et voilà. Il ne faudrait pas que cette conférence cause un trouble à son bien-être. Voilà, je pense qu'on peut invoquer le fait qu'on fait de chat la possession vos titres. Voilà, il y a une autre question qui a été posée à distance. Peut-on prévoir dans un testament des conditions précises, âge, maladie, selon lesquelles l'animal devrait être euthanasié dignement avec un protocole vétérinaire encadré? Serait-ce valide? Je répondrai par l'affirmative, en ce sens qu'on confie le chat à une personne en qui on a entière confiance. Cette personne va raisonner comme on raisonnerait soi-même, mais si on a le vétérinaire qui vous indique que malheureusement le chat souffre beaucoup trop et qu'il faut l'euthanasier, donc effectivement, je pense qu'il n'y aura aucun problème à introduire ce genre de conditions dans le testament. Et la sanction éventuelle en cas de non-respect? En cas de non-respect de quoi? Est-ce qu'en cas d'euthanasie non motivée? Le lait qui tomberait? Il me semble, si c'est conditionnel ou si c'est une charge, mais là on retourne sur la distinction. Ah bah là, oui, tout dépendra des modalités de rédaction. C'est vrai qu'on peut le viser en tant qu'événement non coercitif, à titre de condition. Donc là, soit ça survient, soit ça ne survient pas. Mais par contre, si on en fait une charge, ça veut dire qu'on pourrait faire une action en exécution et contraindre, alors je ne sais pas comment ça se passerait devant un tribunal pour contraindre à l'euthanasie d'un chat eu égard à un fondement simplement testamentaire. Bon, ça, j'émets quand même des doutes. Est-ce qu'on peut remettre en cause de libéralité? Ah ben évidemment, dans une action en révocation sur le fondement de 954 et suivant du Code civil. Mais bon, encore faudrait-il déterminer l'inexécution, etc., etc. Oui, bonsoir. Vous avez expliqué quand même qu'il y a eu un changement sociétal qui s'est opéré, on l'a bien vu. Je vois que vous donnez des arguments pour indiquer que ce serait extrêmement compliqué d'apprécier la validité, en tout cas l'exécution d'un testament. Juste pour faire un petit peu de prospective, est-ce que vous pensez, parce qu'on le voit bien, on l'a vu au Congrès des notaires avec le statut juridique de l'arbre, donc tout ce qui va vers le vivant, est-ce que vous pensez qu'une évolution législative est souhaitable? Ou est-ce que vous pensez qu'en l'état du droit, il faut en rester là? Spécialiste du droit animalier ou... Non, parce que c'est plutôt technique, non? Non, moi j'ai pas... non, plutôt Richard, parce que est-ce que l'état du droit positif, on peut s'en sortir avec une bonne rédaction? Ouais. Après, c'est vraiment une démarche volontaire pour... comme l'a fait la Suisse, de s'intéresser au problème et de produire une législation
je ne sais pas d'ensemble, mais du moins substantiel, qui couvre un large champ du droit civil sur l'indemnisation du préjudice moral en cas de décès involontaire, sur le partage de l'indivision, sur l'héritage, sur le sort de l'animal après le divorce, enfin peut-être les situations les plus fréquentes. Après, c'est surtout, voilà, est-ce qu'il y a un besoin qui appelle véritablement une législation ? Parce que bon, c'est vrai que l'arbre, ça c'est les années 70, c'est Stone, c'est Should Trees Have Standings. C'était très concret cette réflexion sur la personnalité juridique de l'arbre. C'était pour éviter en fait que Disney s'implante dans un parc naturel et rase la forêt. L'idée, c'était comment trouver le moyen de protection adéquate pour sauver la nature. Et ils se sont dit, tiens, c'est la personnalité juridique. Mais finalement, c'est exactement la démarche de De Moog. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça répond à une utilité? Est-ce que la personnalité juridique est utile? Si oui, oui, c'est un bon moyen. Sinon, effectivement, on peut s'en passer, on trouvera autre chose. Mais là, en l'état, je n'ai pas le sentiment qu'il faille véritablement bouleverser le droit actuel. Enfin, sur ce point, en tout cas. Bonsoir. Comment? Oui. Une jeune notaire avait proposé il y a quelques années la création d'un mandat de protection animale. Qu'est-ce que vous en pensez et où ça en est? Voilà. Est-ce que concrètement, il y a certains de vos confrères qui pratiquent la chose ou pas du tout? Cette question rejoint une question qui est posée à distance, à savoir, pourrait-on s'inspirer des mandats de protection futurs afin de rédiger des charges incombant aux légataires? Donc on est un peu sur le même terrain. Je dirais un terrain qui est aussi à cheval entre la conférence de ce soir et la dernière conférence qui parlera de l'animal et de la personne protégée. Donc, mandat de protection future pour les non-initiés, c'est un acte qu'on va faire en pleine possession de ses moyens, prévoyant non pas son décès, mais son incapacité complète, le risque d'un Alzheimer qui dégénère ou d'un AVC. Et on va prendre des dispositions pour éviter d'être mis sous tutelle ou curatelle, et on va, profitant qu'on est en bonne santé cérébrale, donner toutes les instructions possibles. Et c'est vrai que dans les mandats de protection future, il est souvent demandé, là pour le coup, plus couramment que les testaments, comme je l'évoquais tout à l'heure, des dispositions en faveur de son animal. Si je me retrouve dans cette situation, voilà les consignes que je vais donner pour mon animal. Je crois me rappeler que effectivement, ce mandat de protection future pour un animal qui a été imaginé par une notaire en France, c'est un mandat de protection future. C'est pas en cas de décès. Il me semble que c'est en cas de perte de ses facultés. Et je crois aussi qu'il y a notamment Gilles Raoul Cormeille qui a travaillé sur la question et qui, en définitive, dit que c'est même pas la peine de passer par le mandat de protection future et qu'on peut faire un mandat purement animalier et seulement animalier. Mais là, encore une fois, on est plus sur le sujet pas la prochaine, mais la suivante de nos réunions. Et quant à la question qui est posée à distance, est-ce qu'on peut s'inspirer dans un testament de ce qu'on pourrait mettre dans un mandat de protection future? Oui, bien sûr. En définitive, je crois quand même qu'on l'a bien retenu tout à l'heure, il faut être à la fois très précis et pas trop. Il ne faut pas aller jusqu'au choix de la croquette, mais des croquettes de bonne qualité, mais encore, parce qu'après, qu'est-ce que des croquettes de bonne qualité? Donc voilà, c'est tout. C'est vrai que si on craint que derrière il y ait une difficulté, il faudra peser tous ces mots et être très, très prudent. L'appréciation, la notion de croquette de bonne qualité, c'est pouvoir s'ouvrir à l'appréciation du juge du fond. Je pense que la Cour de cassation n'exercera pas un contrôle lourd sur la question. Une question encore? Monsieur? Merci.
Je me demande qui veillerait, qui trancherait sur la bonne exécution de tel testament. Est-ce que ça tomberait naturellement sous le mandat des juges de la famille ou faudrait-il envisager de nouveaux juges des animaux et avec quelles ressources? Quand on voit les délais encourus par les dossiers humains, ça peut être extrêmement gênant pour l'animal protégé de passer en deuxième priorité sur une liste d'attente. Je pense qu'en l'état, si on en est uniquement sur les questions de lait avec charge, enfin de libéralité avec charge, on est vraiment dans la juridiction civile du droit commun. Donc on n'a pas besoin, pour ces questions-là spécifiquement, de créer une juridiction spécialisée. Alors après, bien sûr, on peut toujours imaginer quelque chose. Si on avait un statut juridique de l'animal qui soit vraiment particulier et qui appelle une juridiction particulière, pourquoi pas? Mais en l'état, je crois que nos institutions judiciaires pourraient parfaitement être à même de prendre en charge ce type de contentieux. Quand on songe à institution particulière, c'est pas tellement pour trancher les litiges, c'est plutôt pour représenter les intérêts de l'animal, hein, et de savoir qui va pouvoir lui donner une voix à cet être vulnérable et sans voix. Hein. Et alors il y a eu en Suisse, il y a eu l'expérience de l'avocat des animaux dans le canton de Zurich, je crois, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et puis en France, c'est beaucoup les associations qui peuvent justement protéger les intérêts des animaux, notamment depuis que le législateur leur a ouvert l'exercice des droits de la partie civile. Donc ils peuvent agir au pénal et assurer leur protection. Voilà. Mais c'est plus sur la voie plutôt que des juridictions spécialisées, enfin je crois. On a une question qui est très stimulante à distance. À propos du clonage, certains testateurs fortunés font cloner leur animal. Peut-on prévoir dans un testament les conditions et le financement d'un clonage posthume avec transmission du clone au légataire, donc toujours dans la charge? Est-ce que c'est valide ou contraire à l'éthique? Alors, il y a différentes choses, il y a différents problèmes. Je laisse de côté l'éthique, si vous voulez bien, chacun appréciera. Même si le clonage, est-ce qu'on peut cloner un animal? Ça se fait, bien sûr. Est-ce qu'en France, on peut procéder au clonage? Je ne crois pas, mais bon, c'est sous réserve. Là, il faudrait vérifier. Mais imaginons que ça se passe. Ce clone, enfin, je réfléchis en parlant, donc vous m'aidez. Hein. Ce clone, c'est à la fois le même et un être différent. Juridiquement, c'est quand même un être différent, même si génétiquement, c'est le même. Donc on retomberait dans le raisonnement qu'on a tenu tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait dire que la charge vaut pour l'animal et sa descendance à l'infini? Est-ce que ça vaut pour l'animal et les clones qui pourraient être faits de nouveau à l'infini? Moi, je ne pense pas. Voilà, donc Richard va nous expliquer techniquement le sujet, mais je pense qu'on peut raisonner comme on pourrait raisonner en droit commun dans le cas du clonage. Oui, alors c'est vrai qu'en droit français, on a un peu de mal à composer avec l'éternité et avec un cadre successif. Enfin, en droit français, en droit latin globalement, hein, on apprécie assez peu la durée, la perpétuité, l'éternité. Bref, on le voit bien avec les clauses d'inaliénabilité. Ici, la problématique qui se poserait, ça serait une perpétuation, si je comprends bien, de la dévolution de cette gratification à différents bénéficiaires successifs. Pour moi, il s'agirait d'une substitution au sens du droit français qui, par définition, est prohibée. En droit français, on ne peut faire des substitutions, donc typiquement des libéralités résiduelles ou graduelles, que parce que justement, ce sont des dispositions qui sont légalement prévues, alors que le principe reste de mémoire l'article 896 du Code civil. Je crois que c'est ça le fondement sur l'interdiction des substitutions. Donc je pense que ce montage, outre la problématique que je ne maîtrise pas sur le clonage animalier, serait problématique eu égard au principe de la prohibition des substitutions en droit français. Bien, nous avons encore une question. Alors, pardon.
Les animaux reproducteurs sont-ils des biens d'exploitation, actifs professionnels ou les animaux de compagnie? Cela change-t-il leur régime successoral et fiscal? Alors là, j'avoue mon incompétence. Je confesse régler assez peu de successions avec du cheptel, étant à Cachan dans le Val-de-Marne. Est-ce qu'il faut répondre déjà juridiquement parlant? Est-ce qu'on peut considérer qu'un cheptel, c'est des animaux de compagnie? J'aurais tendance à dire tout bêtement non. Il y a une définition de l'animal de compagnie dans le code rural, c'est l'homme qui... L'homme aussi, c'est l'animal qui est détenu aux fins d'agrément. Voilà, donc pas à des fins économiques. Alors c'est un animal domestique, ça oui, mais c'est pas un animal de compagnie, ce qu'on appellerait l'animal de rente. Après, est-ce que ça change le régime juridique et fiscal? En cas de succession, je pense pas. Après, le régime juridique est un peu différent. C'est pas deux mondes à part. L'animal de compagnie est vraiment très très protégé. Mais après, si on prend par exemple les dispositions pénales, les protections pénales de l'animal, c'est l'animal domestique ou apprivoisé. C'est le plus mal loti, c'est l'animal sauvage, en fait. Ouais. Resterait après pour le cheptel la question posée tout à l'heure, celle de l'identification. Oui, ça. Et puis c'est vrai aussi que le cheptel fait partie de la succession. C'est un actif. Il y a une valeur économique. Là où l'animal de compagnie n'est pas encore porté à l'actif de la succession. Bien que Choupette puisse être un animal rentable, si j'ose dire, compte tenu de la fortune qu'elle accumule grâce aux réseaux sociaux. Ce serait une question peut-être à se poser également. Alors, une dernière question peut-être, monsieur? Une question qui me vient à la suite de toutes nos très riches discussions. L'évolution du statut juridique de l'animal n'est plus un bien, ce n'est pas encore une personne, mais enfin, ça avance quelque part. Est-ce que ça va justifier qu'on revienne à la responsabilité directe des animaux, et donc au procès direct de l'animal? Laetitia répondrait que c'est un patient moral et non pas un acteur moral, donc il ne peut assumer aucune responsabilité. Après, on raille beaucoup les procès d'animaux, alors qu'il y avait beaucoup une fonction catharsique en fait au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, quand on regarde le sort de l'animal errant qui passe devant l'autorité administrative, ou même le chien dangereux, enfin qui a mordu, et qui passe devant l'autorité administrative pour évaluer son comportement et de savoir s'il peut être redressé par des stages d'éducation ou s'il doit être euthanasié, est-ce qu'on n'est pas en train de faire le procès de l'animal et de choisir la peine? Moi, je me demande quand même si les préfets ne sont pas les juridictions des animaux. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette conférence. Alors, on a vu à la fois l'intérêt du sujet, ça on le savait, et puis la complexité quand même des problèmes qu'on était amené à traiter à travers cette petite question qui, au départ, peut paraître un peu anecdotique et people, comme on disait tout à l'heure. Donc, nous continuerons la réflexion sur la question de la séparation dans une prochaine conférence. La date n'est pas encore fixée, mais normalement, ce sera au printemps prochain. Et le cycle se poursuivra à l'automne, cette fois-ci, avec cette conférence dont on a pressenti l'intérêt déjà à travers nos échanges sur animal et vulnérabilité, personnes vulnérables. Voilà, donc merci beaucoup et donc à très bientôt.